président de la République s'est complètement tu. On l'attendait par exemple sur la question du troisième mandat, qui fait débat, qui pose problème dans son propre camp. Les Sénégalais, les démocrates s'interrogent et la paix, la stabilité du pays en dépend. Les enjeux donc liés à cette question-là du troisième mandat sont des enjeux très sensibles, très importants, mais silence radio du chef de l'État. C'est suspect et quand on s'adresse à la nation, très souvent c'est pas pour faire hors sujet, mais c'est pour répondre donc à des questions, à des préoccupations majeures. Et parmi ces préoccupations-là, aujourd'hui, la question donc du troisième mandat, je pense, figure en bonne place. Les autres questions liées tout simplement à la démocratie. On se pose beaucoup de questions, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de dossiers sur lesquels donc l'État met le coude, l'OFNAC et d'autres qui ont soulevé en fait de gros problèmes de corruption. Et malheureusement, donc il y a silence radio sur ces questions-là qui sont des questions fondamentales. Donc c'est bien de juxtaposer un ensemble de réalisations à venir, etc. C'est bien, mais c'est bien aussi de dire aussi aux Sénégalais comment cet argent a été utilisé. Le mode de gouvernance, c'est aussi une exigence donc extrêmement importante des Sénégalais. Et malheureusement, sur ces questions de fond, le président de la République ne s'est pas du tout prononcé. J'ai été très blessé quand il parlait donc des migrations irrégulières, en disant simplement qu'il allait sanctionner, ou que l'État allait sanctionner ceux-là qui promettent des paradis donc, aux migrants irréguliers. Je dis, c'est pas ça la réponse. Le problème, il est plus profond. C'est un problème d'emploi, c'est un problème d'employabilité, c'est un problème économique, c'est un problème d'éducation, c'est un problème d'identité, c'est un problème culturel. Et c'était le lieu pour le chef de l'État d'aller dans le sens donc d'une concertation, parce que 500 morts, c'est beaucoup. Hein. Aux États-Unis ou d'autres pays, je ne veux pas les nommer, lorsqu'il y a un seul fils de ces pays-là qui meurt, mais c'est toute la République, toute la nation qui est mobilisée. Lorsque vous avez 100 de vos enfants donc, qui meurent, c'est une grande question et vous ne pouvez pas simplement ramener le problème à une question de sanction et en vous dédouanant complètement, je pense que là aussi, l'État n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas pris la pleine mesure de la gravité donc, de cette situation-là, qui n'est pas du tout stoppée, hein, parce qu'il n'y a pas eu de débat de fond et il n'y a pas eu de décision importante. On parle beaucoup de transformation structurelle de l'économie, mais comment arriver à une transformation structurelle de l'économie si vous n'avez pas une véritable politique industrielle? Lorsque, encore une fois, il y a une énumération, c'est important, Kédougou aura tel hôpital, Touba aura tel hôpital, ainsi de suite. Ça, c'est une juxtaposition de réalisation, mais ça ne fait pas le développement. Et ça ne donne pas le sens et l'orientation, et ça n'indique pas la vision. Donc, une politique industrielle, c'est celle-là qui peut rassurer l'agriculteur, pour savoir en fait qu'il y a une chaîne de transformation, une chaîne de valeur. Une politique industrielle permettra en fait au secteur primaire de se projeter, d'impacter un secteur, donc celui-là secondaire ou l'industrie, et après donner du sens aussi au secteur donc, tertiaire. Mais lorsque ce maillon-là manque, ben, il y a un problème et là le chef de l'État, peut-être parce qu'il n'y a pas de vision à ce niveau-là réellement, parce que peut-être qu'il y a absence d'action concrète, ben, il y a un silence quand même assez troublant, alors qu'il y a eu quand même l'effort d'énumérer donc des réalisations. Mais encore une fois, ce ne sont pas les réalisations de bâtiments qui sont importants ou importantes, mais ce qui va être important en réalité, c'est la structuration. C'est tout un pan de l'industrie, un pan d'un secteur. C'est là où moi j'attendais aussi, et c'est certainement les Sénégalais, attendaient donc le chef de l'État. Sur la question de l'industrialisation, il aurait été intéressant de connecter la question de l'industrialisation à la question de l'agriculture. Puisque vous l'avez entendu dire, et puis c'est un discours très à la mode pour dire que l'émergence de l'agriculture. Mais une émergence de l'agriculture, je ne peux pas la concevoir sans une véritable politique industrielle qui prend le relais de la transformation. Aussi, un pays qui parle de pétrole et de gaz, je ne vois pas clairement positionner l'industrie pétrochimique.
Vous ne pouvez pas avoir cette manne extraordinaire et rester encore dans les paradigmes anciens où vous êtes dans le commerce de la matière première. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté, si on est véritablement dans une politique de transformation et d'émergence, c'est de positionner des industries dans ce secteur-là de la pétrochimie. Et ainsi de suite, le domaine des mines. Donc je pense que cette ambition manque au Sénégal, manque à l'État du Sénégal. Nous sommes encore dans des niveaux de transformation extrêmement faibles qui n'impactent pas de façon profonde et structurelle notre économie et les différents secteurs de notre économie. Pour en arriver maintenant à la question de la croissance, je pense que la Covid même a peut-être sauvé l'État du Sénégal. Parce que la tendance de la croissance, elle était baissière depuis 2 ans, 3 ans. Donc en réalité, on est passé de 7 à 6, ainsi de suite. En réalité, c'est l'échec du PSE. Aujourd'hui, donc, on a un beau pis-aller, c'est celui-là de la Covid, pour expliquer donc cette baisse-là drastique. C'est vrai que la Covid a impacté donc presque tous les pays. La croissance était en baisse, en dehors même de la Covid, ça c'est le premier point à noter. L'autre point à noter, moi je n'aime pas trop parler de croissance, j'aime parler de développement. Une croissance, et il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où je défendais la thèse, et beaucoup d'autres aussi, d'une croissance extravertie, d'une économie extravertie. L'État s'est défendu en disant que l'économie n'était pas extravertie, en mettant en avant des éléments donc, de dividendes qu'on paierait donc, aux expats, etc., ou aux multinationales étrangères, mais ce n'est pas la fenêtre par laquelle on doit voir le caractère extraverti ou non d'une économie. L'économie, pour voir si elle est extravertie, c'est à partir de la balance donc, des paiements, le compte courant des opérations, ainsi de suite. Et on voit qu'on est déficitaire. Et ce déficit-là, il est là. Un déficit veut dire quoi? C'est que vous importez plus que vous n'exportez, tout simplement. Et donc, si vous importez plus, ça veut dire que vous ne produisez pas assez, ça veut dire que vous dépendez beaucoup de l'extérieur. Mais pour encore insister sur le non-sens de cette question-là de croissance, mais quand une croissance est trop liée à des facteurs tels que la pluie, la pluviométrie, on est encore dans un sous-développement terrible. Vous voyez en fait qu'on est tout fier de l'agriculture parce que simplement l'explication c'est la pluviométrie, c'est Dieu. Mais ce n'est pas le travail des hommes, ce n'est pas leur organisation, ce n'est pas leur anticipation. Donc non, on peut être fier, on peut dire alhamdoulilah, mais en réalité l'efficacité de nos structures, l'efficacité de nos politiques, non, ce n'est pas par rapport à la pluviométrie qu'il faut calculer la chose. Donc la question de la résilience même, je la remets en question. Et encore une fois, cette question-là de la croissance, il faut aller beaucoup plus loin, parce que derrière, elle cache la question de la dette. Encore une fois, c'est ce que j'appelle du tchompolisme. Moi, tchompol, c'est pas ça qui va changer profondément notre économie. Il faut une véritable politique de transformation. Et pour cela, encore une fois, et puis vous avez entendu le chef de l'État énumérer pas mal de mécanismes de financement, mais des financements de 500 000, de 1 million, de façon dispersée. En réalité, on prépare des militants pour une élection à venir, mais on n'est pas dans une logique de transformation. On serait dans une logique de transformation, ça ne se passerait pas comme cela. On chercherait à impacter des secteurs d'activité qui seraient prioritaires pour l'État du Sénégal pour dire que l'argent de façon massive doit être injecté donc, dans tel secteur pour des jeunes, pour des femmes. Mais pas simplement une distribution pour que chacun goûte un peu et dire ben, le président Macky Sall, donc il fait du bien, je n'ai jamais eu 500 000, il m'a donné 500 000, je revote pour lui. Cher, ça c'est le bluff qui tue les Sénégalais, qui tue les Africains. Il faut des modèles endogènes. Les pays émergents... Oui, je veux dire, il faut réfléchir par soi-même. Comme il disait d'ailleurs lui-même, l'émergence d'un état d'esprit. Et il ne peut pas être l'état d'esprit des autres. Il faut que ce soit le vôtre. Une juxtaposition, quand je disais que le mal est dans le fast-track, quand vous voulez immédiatement tout voir, sortir de terre en moins de 5 ans, vous n'êtes pas dans le développement durable. L'éducation, en réalité, tous ces grands pays émergents, ils ont misé sur une génération, sur l'éducation. D'un enfant de 3 ans à 20 ans, 25 ans, en une génération, il transforme. Non, parce que justement, ce sont ces leviers qui transforment. Or, sur ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de paradigme, il n'y a pas de changement profond dans l'éducation.
Il n'y a rien pour dire que non, dans 10 ans, dans 15 ans, vous ne verrez plus nos enfants voir les autres pays comme étant leur Eldorado. Ça, c'est un problème d'éducation. Il n'y a rien pour dire que nous allons former de grands entrepreneurs. Il n'y a rien pour dire que finalement l'agriculture, etc. Donc, on est encore dans les briques, on est encore dans les infrastructures, on est encore dans ces dépenses somptueuses depuis 1960 avec les pays africains. Le plus important, c'est l'indice de performance logistique. La logistique veut dire la route, l'aéroport, les ports, etc. Tout ça doit simplement permettre à la performance, la mobilité, quand je commande quelque chose qui me vient de Dubaï, que je puisse réceptionner la chose donc en un temps normal. Mais quand ça vient au port, de sortir du port pour arriver à Kaolack, je perds presque 20 jours ou un mois. Et tout simplement parce qu'il y a des tracasseries, parce qu'il n'y a pas d'efficience, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a les gros porteurs qui sont en train de faire donc une grève, depuis Tamba, etc., pour simplement protester contre les tracasseries. Donc l'indice de performance, c'est ça qui est important. Vous réalisez de belles routes, vous utilisez les deniers publics, mais après la finalité, c'est la performance, c'est la mobilité. Or à ce niveau-là, nous sommes derniers. Donc c'est bien beau de dire nous avons de belles choses, de belles infrastructures, mais combien ça coûte aux Sénégalais, c'est important. Vous savez, les Africains, généralement, et nos dirigeants, aiment beaucoup dépenser, et pour eux, la réalisation, c'est tout simplement, voyez ce que j'ai fait. Mais ailleurs, dans les grandes démocraties, voyez ce que j'ai fait, mais voyez comment je l'ai fait et à quel coût. Et c'est important. Malheureusement, cette autre partie de la chose est complètement occultée. Combien ça nous coûte, l'efficience, la bonne gouvernance, donc qui entoure tout cela. Donc voilà quelques points que j'ai vraiment soulignés. Il y a un véritable problème d'équité territoriale. Et quand le président parle d'équité territoriale encore, il est dans l'énumération de réalisation. Non, l'équité territoriale, c'est donner simplement la dignité à chaque territoire. Quand Kédougou a sa particularité, a ses atouts, quand Louga, quand Saint-Louis a ses atouts, dans le domaine de la pêche par exemple, que je puisse m'appuyer sur ses ressources, sur le terroir, sur sa culture, sur ce qui est tangible et d'intangible pour transformer. Et là, je suis dans l'équité territoriale. Mais j'ai donné un hôpital là, je donne un hôpital là, je donne une route là, j'ai une autre route. Là, on est simplement dans une distribution aveugle des choses, mais on n'est pas dans l'équité. On est peut-être dans l'égalité, mais on ne parle pas d'égalité territoriale, on parle donc d'équité territoriale. Et ça, encore une fois, il faut absolument revenir à l'intelligence territoriale. Hein. Chaque territoire a des ressources, a une forme d'intelligence, il faut se connecter à cela. En fait, ce qui est dit dans les textes et ce qu'il dit ou il semble vouloir lancer comme message, je pense qu'il y a un document écrit quelque part par des technocrates et des techniciens, et il y a la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas de vision de transformation. Encore une fois, je ne peux pas croire à une transformation qui ne met pas au cœur la transformation de l'homme. Or, il n'y aura pas de transformation spontanée. Ces pays ont besoin de capital humain repensé, rééduqué. Or, à ce niveau-là, je ne vois rien qui transforme. Et le discours, à ce niveau-là, silence. Sur les questions fondamentales qui font un pays, qui font sa stabilité, silence. Sur les questions liées à la démocratie, sur des questions liées au troisième mandat, à la bonne gouvernance, à la justice. Ce que je retiens simplement, oui, il y a des réalisations qui ont été faites, mais encore une fois, et je terminerai peut-être là, parce qu'il parle de dialogue national, de dialogue. Le dialogue, c'est comme le disait Ampateba, ce qui fait la beauté d'une tapisserie, c'est la diversité des couleurs, qui laisse ceux qui sont dans l'opposition s'opposer, et qui les respecte, et qui les écoute avec toute la dignité et toute l'attention, qui s'y est pour simplement améliorer, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Qu'il écoute les jeunes qui prennent les bateaux pour aller se tuer, et que la réponse ne soit pas simplement une sanction, mais que ce soit de l'empathie, de la compassion, pour aller dans le sens d'une concertation pour voir ce qui se passe dans le pays et comment apporter des solutions durables. Ainsi de suite. Donc, dialogue, oui, mais dialogue ne veut pas dire corrompre, dialogue ne veut pas dire faire taire, dialogue veut dire simplement que les diversités s'expriment. Encore une fois, comme le dit
qui nous gomme sur nos borom, il dit tout simplement que la diversité est une miséricorde. Or, actuellement, ce qui est en train de se passer, et le sens que je donne, au sens qu'il donne au dialogue, c'est simplement l'élimination et la disparition donc de la diversité. Et c'est la mort de la démocratie, c'est la mort de ce pays, et c'est la mort de l'économie, et c'est l'impossibilité pour une émergence. Parce que c'est l'homme qui transforme, et si l'homme ne s'épanouit pas, l'homme ne s'exprime pas, avec toute la diversité, ben, malheureusement, donc on ne connaîtra pas de sitôt l'émergence. J'ai vu le président de la République, comme le président Macron, tout de suite commencer par la pandémie. Moi, je serai président du Sénégal, je suis d'accord que c'est une pandémie mondiale. Mais je dis, je veux être lucide, le taux de mortalité, les morts chez moi, ne sont pas essentiellement liés à cette pandémie. Il y a d'autres maladies qui tuent plus. J'attendais simplement le président avec beaucoup d'autonomie et de liberté, aussi peut-être changer même de paradigme. Bien sûr, parler de la pandémie parce qu'elle est mondiale, mais elle n'est pas si prioritaire que ça. Prendre tous nos deniers publics et les mettre simplement dans cette pandémie et le vaccin, ainsi de suite, je dis, c'est encore une fois être dans une logique extravertie et c'est attendre le dictat des autres pour après redéfinir donc sa politique sanitaire, sa carte sanitaire et autres. Et là aussi, donc, je le regrette. Donc, pour terminer, que le Sénégal soit béni par Dieu, que nos enfants grandissent dans un pays de paix. Mais j'invite surtout le président de la République à accepter, et ça c'est une demande solennelle, la diversité des points de vue. Et que ce n'est pas de l'intérieur qu'il sera enrichi par la diversité, mais qu'il écoute en fait cette opposition qui est à l'extérieur. Et quand je parle de l'opposition, ce n'est pas simplement cette classe politique, mais toutes les voix discordantes, mais sincères, qui voient le développement autrement, qu'il puisse écouter en fait ces voix-là. Lui, Dieu l'a mis devant, qu'il puisse à partir donc de ces façons de voir ensemble et en tant que comme chef d'orchestre, qu'il organise le tout pour permettre au Sénégal d'aller de l'avant.